Merci, voilà, de votre accueil et votre soutien aussi, pour ce projet. Alors vous propose déjà de partager peut-être l'écran, heu, tout en me présentant. Moi, je suis donc, praticien hospitalier au CHU à Bordeaux et je suis, également affilié à l'INSERM de santé publique de l'université de Bordeaux, donc l'équipe, Épicène, cancer et environnement. Et ce travail a été réalisé, heu, au sein d'une équipe aussi de santé publique, mais parisienne, donc à Paris-Créteil. On va voir pourquoi, et donc ça a été un travail assez collaboratif et que la plateforme a soutenu un peu aussi, dans ce cadre-là, puisque c'était l'idée de cet appel, à manifestation d'intérêt, d'avoir ce travail collaboratif, de plusieurs disciplines. Je Ça veut bien démarrer. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Voilà, donc n'hésitez pas, alors là, je présente vraiment le projet, mais l'idée, c'est après de peut-être d'avoir un temps en suivant la présentation d'échange sur, comment la plateforme a pu, soutenir et parce que j'imagine que c'est un peu aussi l'objectif de ce moment-là ensemble, à la fois de parler des projets, mais aussi de l'interface avec, la plateforme. Hem Donc le projet Souffrance sévère liée à la santé et parcours de soins des personnes âgées avec cancer. Alors c'est vrai qu'on a un peu changé le sigle, il était initialement intitulé Déterminant, donc DASPAC, et on est revenu à plutôt un sigle de, SASPAC, pour souffrance sévère liée à la santé justement, et c'est, un travail collaboratif, donc entre, je vous le disais, entre Paris-Créteil, donc une équipe, dédiée, à l'analyse des déterminants chez les personnes âgées avec cancer, équipe CEPIA, et l'équipe INSERM-EPICEM sur les cancers auxquels je suis affilié, donc de l'université de Bordeaux, et également une autre équipe INSERM de l'université de Bordeaux, spécialisée dans la épidémiologie du vieillissement et des maladies chroniques, donc avec Valérie Berga, qui est de formation psychologue au départ. Voilà. Donc à la fois des compétences de médecine palliative, de gériatrie, d'oncogériatrie, de cancérologie, de psychologie. Heu Le soutien a été, varié puisqu'il a fortement engagé effectivement la plateforme de recherche, mais ça a été également un financement issu de fonds privés et du CHU, de Bordeaux, et également des fonds des laboratoires, engagés, quoi. Voilà, je vous présenterai d'abord un état des lieux et l'objectif du travail avec les méthodes qui ont été utilisées, et je pourrai là revenir sur les résultats également, la discussion, et comment on va pouvoir ouvrir après sur des perspectives, et des financements, en déposant à l'appel à projet, on va le voir, pour une suite et un développement de ce travail-là. Donc, bon, je vous apprends rien, mais, on est dans un contexte où, connaît de plus en plus de cas de cancer, de plus en plus du coup de décès, par cancer, et avec une évolution, des thérapeutiques qui fait que, notamment dans les pays développés, qui fait que, bon, l'incidence augmente parce que la population vieillit, mais la mortalité diminue parce que les traitements s'améliorent, et du coup, on a de plus en plus de cas prévalents de cancer, et particulièrement chez les personnes âgées qui représentent maintenant plus de 2 tiers de ces patients-là. Et en parallèle de cette population âgée avec cancer qui augmente, l'organisation des soins également évolue, puisqu'on est de plus en plus dans des soins, notamment concernant les soins des symptômes, hein, les soins palliatifs, intégrés aux prises en charge oncologiques et gériatriques dès le début, et avec des recommandations qui nous poussent à aller, très précocement intervenir et prendre en charge ces patients-là sur le plan des symptômes dès qu'ils sont complexes ou le cancer est avancé, quoi. Donc ça interroge, étant donné effectivement, d'où la question un peu de ce projet-là, le parcours de soins. Dans le parcours de soins, on peut le voir en termes de pronostics, hein, notamment chez les personnes âgées, il y a des pronostics fonctionnels avec du déclin fonctionnel, mais également donc de survie, et on peut aussi le voir comme, un parcours d'accès aux soins, hein, à la fois donc les traitements pour cette population-là, les traitements du cancer, mais aussi les traitements symptomatiques, et donc on s'est interrogé justement sur les déterminants de ce parcours dans cette population-là. Et en particulier sur ce qui pouvait conduire à, de l'accès, à une prise en charge palliative avec cette nouvelle définition. Je pense que
qui est assez récente, hein, de la médecine palliative qui, oriente plus ou moins, maintenant vers des patients, moins en phase terminale. C'était l'idée de ce changement de définition des soins palliatifs. Les patients, relevant de médecine palliative étant ceux qui, certes, ont une maladie limitant le pronostic vital, mais sont atteints de maladies dites sévères, et ce vocable-là, englobe des maladies, bien loin pas forcément terminales. Donc, elle est sévère dès qu'elle affecte la qualité de vie, le fonctionnement au quotidien, qu'elle est lourde en symptômes, en traitement ou en stress. Donc on voit qu'on est, sur des familles pathologiques, pas forcément effectivement en fin de vie, quoi. Même si bien sûr la fin de vie est toujours inclus dans ça, et on a 3 profils de patients. C'est des publications, qu'on connaît maintenant depuis longtemps, à la fois en termes de déclin fonctionnel, soit des patients atteints de cancer, d'insuffisance d'organes ou de maladies neurodégénératives avec des déclins fonctionnels et des phases terminales qui ne se ressemblent pas entre ces 3 profils pathologiques. Mais ça couvre quand même donc près de 62 des personnes décédées, donc potentiellement beaucoup de patients. Et face à ces besoins-là, on a organisé la médecine palliative, notamment en France, en soins palliatifs, donc soins généraux, qui doivent être délivrés par tous les soignants, et en soins palliatifs spécialisés, donc avec des structures à la fois ambulatoires, hospitalières, qui se relaient tout au long du parcours de soins. Et ces, structures palliatives et notamment hospitalières, prennent en charge près de 50 des personnes décédées par cancer, de plus donc dans les dernières, données. Donc là encore, on intervient sur beaucoup de patients. Donc l'idée de générale de soins palliatifs, c'est évidemment d'augmenter la qualité de vie, d'apporter un soulagement, et donc, justement dans l'étude des déterminants du parcours de soins, il y a pas mal de choses qui existent dans la littérature, des déterminants d'ordre socio-démographique, l'âge, le sexe, ou liés au cancer, le type de cancer, le grade, liés à l'organisation du système de soins. Chez les personnes âgées, on a aussi pas mal de publications sur ce qu'on appelle la fragilité, avec, les domaines de la fragilité, la nutrition, la motricité, la dépendance. Voilà, je ne vais pas tous les refaire, mais en fait, on a dans la littérature très peu d'études sur tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, et donc d'où l'idée de ce projet-là, c'est-à-dire de voir comment, ces paramètres qui sont liés à la souffrance interviennent dans le parcours de soins, voire la survie de cette population, et donc il a fallu définir, ces paramètres-là. Alors on connaît, beaucoup en médecine palliative la souffrance, dite globale. C'est un concept en santé, qui est ancien, hein, mais qui définit ces 4 dimensions, souffrance somatique, psycho-affective, socio-familiale et existentielle. Donc ce modèle de souffrance globale, il est émergé dans les années 60 avec dame Cicely Saunders. Ça a été d'abord un modèle de total pain, c'est-à-dire c'était un modèle de compréhension d'une douleur liée au cancer au départ, donc d'un symptôme particulier, c'est-à-dire de la douleur qui associait ces 4 dimensions-là. Puis le concept a évolué un peu au cours du temps, de devenir de total pain à souffrance plus globale avec d'autres symptômes que la douleur et surtout d'autres dimensions, d'autres paramètres associés aux autres dimensions, et toute une sémiologie finalement multidimensionnelle de la fin de vie, qui est peu à peu décrite dans la littérature, et qui amène à ce concept de souffrance globale. Donc c'est un vieux concept, mais qui a récemment connu, une nouvelle définition, et qui s'appelle, désormais dans la littérature, souffrance sévère liée à la santé. Donc c'est une commission internationale, hein, de Lancet qui s'est tenue en 2017, qui a défini ce concept-là, et c'est celui qu'on va utiliser dans ce projet-là pour définir ce qu'on appelle souffrance et les paramètres qui y sont associés. Donc elle est, liée à la santé quand elle concerne des personnes malades ou blessées. Donc là encore, on voit qu'on n'est pas que dans la fin de vie, hein. Et elle est, sévère lorsqu'elle ne peut pas être soulagée sans médecin et qu'elle compromet un fonctionnement physique, émotionnel, social ou existentiel. Donc on voit que ce concept, cette nouvelle définition reprend les 4 dimensions, historiques, et lorsqu'on essaye de compter les patients qui présentent une souffrance sévère liée à la santé, heu, pour ça, on s'est basé sur une vingtaine de maladies qui sont connues pour limiter la survie, et on a compté les symptômes, on les a d'ailleurs définis, hein, pour, les symptômes qui sont reliés à la souffrance physique et les symptômes qui sont reliés à la souffrance psychologique. On en a défini une quinzaine comme ça, et on compte qu'il y a 25 millions de patients avec souffrance sévère liée à la santé dans le monde, parmi les patients décédés, et on estime que ce chiffre-là va doubler dans les prochaines décades, particulièrement chez les personnes,
âgés ou de faible niveau de vie ou avec démence. D'où l'intérêt de s'occuper d'étudier comment cette souffrance influence le parcours de soins dans un de ces groupes-là, d'où nous on part sur les personnes âgées avec cancer, mais potentiellement il y aurait d'autres études à faire. Et donc l'objectif de ce travail, c'était d'avoir, une démarche, alors on dit analytique, c'est-à-dire on étudie les mécanismes, pour comprendre en fait, les relations entre les paramètres de la souffrance et les événements du parcours de soins dans cette population de personnes âgées avec cancer. Et on peut aussi avoir une démarche plus prédictive où on voit comment ces paramètres prédisent le pronostic et l'accès aux soins. Mais les méthodes qu'on va utiliser aujourd'hui sont essentiellement des méthodes analytiques, c'est-à-dire pour vraiment comprendre, quels paramètres agissent sur quoi et comment, quelle proportion, quelle importance d'effet ils ont, sur des événements du parcours de soins. Donc on appelle ça comprendre les effets directs et indirects, parce que des fois ils agissent sur d'autres facteurs qui agissent eux-mêmes sur, l'événement qu'on étudie. Sur donc, des facteurs, donc sur l'accès aux soins et le pronostic. Et on le fait par une approche qu'on dit en équation structurelle. Je vous donnerai pas tout le détail de la méthodologie, mais elle est intéressante un peu à entendre, et après on pourra un peu en parler si vous voulez creuser un peu ces aspects-là. Alors pour faire ce travail d'analyse, on va dire de l'influence de ces paramètres liés à la souffrance sévère liée à la santé, on a fait l'analyse sur une population de personnes âgées avec cancer qui est inclue actuellement dans une cohorte, en Île-de-France. C'est une cohorte qui, regroupe des patients de plus de 70 ans avec cancer. Bon, on collecte un certain nombre de données dont je ne vous fais pas le détail forcément ici. Mais c'est en Île-de-France, et donc on peut aussi étendre si on a les financements pour la suite, à récupérer les données de ces patients-là alors on a les données de la cohorte, mais on peut aussi récupérer, en connais et comment dire? Heu, suivre et à récupérer les données de ces patients-là dans, les données hospitalières, des hôpitaux de Paris, qui ont également un entrepôt de données. Donc on peut potentiellement, étudier pas mal d'événements, chez ces gens-là si on peut y travailler, si on a l'argent pour. Donc là, l'étude, d'aujourd'hui a surtout étudié, 3 événements, donc la mortalité à 1 an, donc la survie, les besoins en soins oncologiques de support, notamment le nombre de soins oncologiques de support qui ont été identifiés comme nécessaires, au diagnostic du cancer, et elle a également étudié comment les paramètres de la souffrance influencent la décision en termes de traitement anticancéreux, à savoir est-ce qu'on fait un traitement à visée curative pour le guérir ou à visée palliative, spécifique, donc on fait quand même un traitement mais on ne le guérira pas, ou est-ce qu'on a une décision de traitement palliatif, symptomatique, c'est-à-dire, d'abstention de traitement anticancéreux et de prise en charge symptomatique seule. Donc on étudie à la fois la mortalité, les besoins en oncologie du support et la décision thérapeutique. En fait, c'est le résultat de la RCP initiale, hein, qui nous permet de savoir la décision, thérapeutique initiale. Voilà, pour ça on prend, certains patients de cette cohorte dite LCAPA, ceux inclus entre 2007 et 2019, donc on est à près de 5000 patients. Et ça, c'est les événements qu'on va étudier dans la population. Mais on veut savoir donc l'influence des, souffrances, et ces souffrances, on a du mal on définit, hein, la souffrance physique, je vous rappelle, psycho-affective, socio-familiale et existentielle. Mais en soi, comment on mesure ça? On n'a pas, de valeur vraiment pour savoir, voilà, la souffrance physique est à tel niveau, voilà. Ce qu'on peut mesurer par contre, c'est des paramètres qui sont connus pour faire de la souffrance physique, et c'est là où on revient à la définition de la commission Lancet de la souffrance, liée à la santé, sévère liée à la santé, qui définissait un certain nombre de symptômes, d'ordre physique et d'ordre psychologique, et donc à partir de cette définition-là dans la littérature, on a récupéré ces valeurs-là, parce qu'elles étaient mesurées, au moment de l'inclusion des patients dans la cohorte LCAPA. Et donc, on avait pas mal de choses d'ordre physique et on va dire, d'autres, socio-familiales et psycho-existentielles qui étaient mesurées dans la cohorte, et donc on a dû faire des choix,
et on a choisi un certain nombre de paramètres que vous voyez avec les croix, plus, à droite dans le tableau là, notamment donc, par exemple pour la définir et mesurer la souffrance physique, on a créé une variable qui, heu, est composée, on va dire, à la fois de la présence ou pas d'une asthénie, d'un amaigrissement, de signes digestifs, de douleurs cancéreuses et cetera. Donc on a mesuré tous ces paramètres et ça nous a permis de calculer, un certain niveau de souffrance physique pour chaque patient et on a fait pareil pour la souffrance socio-familiale avec, dedans le fait de vivre seul, le statut marital, les enfants disponibles. Bah, c'était des variables qu'on pouvait mesurer ça et ça nous permis de mesurer de calculer pardon, un certain niveau de souffrance socio-familiale et pour la souffrance psycho-affective, on a pris la décision de mettre ensemble la souffrance psycho-affective et la dimension existentielle puisque certaines échelles mesurent finalement, des échelles qui existent en dépression par exemple, mesurent aussi certains items qui sont plus de l'ordre du sens. Heu et donc on a réuni, donc les 2 dimensions dans une seule variable de souffrance dite psycho-existentielle pour le coup. Voilà. Donc tout ça, ce sont les décisions qu'on a prises pour essayer de créer une mesure, de ces dimensions de la souffrance, en lien avec les définitions, internationales de la souffrance sévère liée à la santé. Et donc, on a, voulu voir, donc en quoi les, heu, différents bah, ça c'est la justement pour calculer les 3 dimensions, nous on en a retenu 3 donc de souffrance, liées à la santé physique, socio-familiale, existentielle. On a, pris, et c'est là les carrés, qui sont au-dessus des ovales. Ces carrés, c'est un certain nombre de symptômes ou de fragilité, que l'on a mesurés et qui nous ont permis de calculer quelque chose qu'on ne pouvait pas mesurer, qui était, la variable dimension de la souffrance, en ovale en dessous. Voilà et en plus, on a tenu compte, dans ce calcul, d'autres caractéristiques cliniques qui sont ici dans les, rectangles, blancs en au-dessus. On a tenu compte de caractéristiques telles que l'âge, le sexe, le niveau de comorbidité et la sévérité du cancer. Donc, sévérité du cancer, on l'a calculé en faisant quelque chose de mixte entre la localisation et le stade métastatique au diagnostic. Et avec ça, on a et c'est ça la méthode que l'on a voulu utiliser, composé un modèle, on va dire hypothétique, celui qu'on s'imagine être, de relation entre, les, 3, dimensions qu'on en a retenues de la souffrance, elles-mêmes définies à partir des variables observées qui sont dans les rectangles. Donc, on a calculé ces niveaux de souffrance pour chaque dimension à partir des valeurs que l'on avait mesurées pour les variables qui sont reliées à elles, hein, comme voilà. Et le modèle on a essayé d'étudier en quoi ces 3 dimensions avaient un effet et c'est les hypothèses qu'on a menées. On a supposé qu'elles avaient un effet sur, la traitabilité donc du cancer, c'est la décision de RCP, est-ce que c'est curable, palliatif spécifique ou palliatif symptomatique? Le nombre de soins oncologiques de support et la mortalité. Et on a également voulu voir les hypothèses que l'on avait à décider avant de faire l'analyse, hein, comme, supposé, avec les différentes caractéristiques cliniques pardon, que je vous ai, dit qu'on prenait en compte également dans le modèle. Donc on a, pris, avec la littérature évidemment, on n'a pas supposé ça que par expérience clinique, mais que les 3 dimensions de souffrance qu'on retenait avaient chacune une action sur l'ensemble des 3 événements ici dans les rectangles noirs que l'on étudie. On a également supposé que les 3 dimensions étudiées étaient intercorrélées entre elles, c'est-à-dire que la souffrance physique et la souffrance psycho-existentielle, par exemple, étaient corrélées en termes d'importance. On a également estimé qu'il y avait, potentiellement des effets entre la traitabilité du cancer, une corrélation quoi, entre la traitabilité du cancer et les besoins en oncologie de support et que ces 2 événements-là avaient également un effet sur la mortalité, à 1 an. On a enfin estimé que l'âge, le sexe, la sévérité du cancer, le niveau de comorbidité avaient des effets sur, l'ensemble des dimensions les 3 dimensions,
de souffrance étudiés et aussi les 3 événements étudiés. Et on a également estimé que la période de diagnostic du cancer avait un effet potentiellement sur les traitements qu'on pouvait faire ou sur le niveau de soins oncologie support qu'on estimait, ou également sur la mortalité. Parce qu'il y a effectivement une évolution des pratiques au cours du temps. C'est ce qui nous a fait supposer ça. Donc ça, c'est le modèle que l'on a supposé avant de faire l'analyse. Donc on a supposé qu'il y avait des effets. Tous ces effets-là étaient dans ce sens-là. Et après, du coup, on a quand même mesuré que ce modèle tel qu'on le pensait, bon, grâce de tous les paramètres, mais avait des bons paramètres. Ça veut dire qu'il prenait en compte à peu près tout ce qu'on pouvait prendre en compte, qu'on n'oubliait pas de choses importantes, qu'il y avait une certaine cohérence dans les paramètres que l'on avait choisis et dans les hypothèses que l'on avait choisies, de lien entre ces paramètres. Et évidemment, du coup, après, on a fait l'analyse elle-même. Alors, juste pour vous dire que cette analyse, on l'a faite, on l'a dit, sur les patients LCAPA de 2007 à 2019. On a exclu ceux qui ne correspondaient pas aux critères d'inclusion de la cohorte. On a exclu ceux qui n'avaient pas de données pour la survie. Et donc, au final, il nous restait 4 824 patients. Pour les décrire un peu, ils étaient âgés d'âge médian de 82. C'était surtout des femmes atteintes principalement de cancer du sein, dont près de la moitié étaient métastatiques au moment du diagnostic. Et pour la moitié également, la stratégie thérapeutique initiale, c'était la guérison du cancer. Ils avaient une activité ils étaient pour moitié ambulatoire et ils avaient certes un niveau de comorbidité élevé, mais ils avaient une bonne autonomie, pour des personnes âgées en tout cas, notamment au score d'ADR. Donc on a lancé l'analyse du concept, on a mis toutes les hypothèses d'effets que l'on avait supposées et on l'a appliqué à cette population-là et on a essayé de voir qu'est-ce qui était significatif, quels étaient les effets qui existaient réellement, statistiquement parlant. Et donc on retrouve, donc nos dimensions, nos événements étudiés, nos dimensions de souffrance, nos événements étudiés concernant le parcours de soins et les caractéristiques cliniques que l'on a pris en compte. Et donc, on s'est aperçu que, statistiquement parlant, en tout cas, il y avait un effet direct, déjà de la souffrance physique sur la mortalité. Direct, ça veut dire indépendamment des effets sur les autres dimensions ou des caractéristiques cliniques que l'on a pris en compte. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de morbidité, quelle que soit la sévérité du cancer, en gros, la souffrance physique en elle-même a un effet sur la survie. Elle a également un effet, en fait, sur les 3 événements qu'on étudie, un peu moins important, mais aussi sur le besoin donc en soins oncologie support, ça on pouvait, s'y attendre quand même, et elle a un effet également direct sur la capacité à traiter le cancer de façon curable ou même de traiter, le cancer, quoi. Donc la souffrance physique en elle-même qui est composée, je vous rappelle, hein, de plusieurs paramètres, hein, c'est une moyenne, on va dire, de symptômes, on l'avait vu, à la fois d'état général, de douleur et cetera. La souffrance physique, influence, tous les événements que l'on a étudiés. La souffrance psycho-existentielle, donc là, on était plus sur des échelles de dépression, sur de la tristesse, sur des symptômes, voilà, sur des symptômes neuropsychologiques et cetera. Cette souffrance-là influence également de façon significative, et même d'ailleurs la dimension qui influence le plus le besoin en soins oncologie de support dans cette population de personnes âgées avec cancer. Elle influence aussi dans une moindre mesure la traitabilité du cancer et enfin, la souffrance surfamiliale a des effets. Alors là, on était plus sur des, questions d'isolement social, de nombre d'enfants disponibles, de présence d'un aidant, de statut marital, voilà. Cette souffrance-là, elle a également un effet sur les soins oncologie support et la traitabilité du cancer. Mais on s'aperçoit que ces 2 dimensions n'ont pas d'effet direct sur la mortalité. Par contre, lorsqu'on étudie les liens entre les 3 événements étudiés, on voit que la capacité à traiter le cancer, clairement, a, un effet sur la mortalité. Donc indirectement, la souffrance psycho-existentielle et socio-familiale ont un effet indirect par leur effet sur la traitabilité du cancer et sur les soins oncologie de support, ont donc toutes les 2 un effet indirect sur la mortalité. On s'aperçoit également que parmi les hypothèses d'interrelation entre les dimensions de la souffrance, il y a une corrélation entre la souffrance physique et la souffrance psycho-existentielle et on n'a pas trouvé de corrélation, par contre, entre les autres dimensions. Voilà. Alors après, on a eu des résultats également concernant les caractéristiques cliniques, elles-mêmes. Par exemple, l'âge, est associé à
a des cancers, moins traitables et une plus grande mortalité, tandis que, il est associé à une moins grande souffrance physique. Le sexe est lui aussi associé à des cancers, moins moins traitables et attendez, oui, pardon, est associé à des cancers, pardon, plus traitables et une meilleure survie, mais plus de souffrance socio-familiale et notamment plus d'isolement social. La comorbidité, là, on retrouve un effet plus vers le cancer moins traitable et la moindre survie, ce qui est assez logique. Et on voit également qu'ils ont, une plus grande niveau de comorbidité est associé à une plus grande souffrance physique. Donc ce sont un peu les principaux résultats. Alors, on a vu, on a 2 types de résultats. On a les résultats des effets, c'était l'objectif principal de l'étude, hein, des effets de la souffrance sur les événements, tenant compte des autres paramètres. Et puis on a des effets des caractéristiques cliniques sur les événements, tenant compte de la souffrance. Voilà, c'était pas l'objectif principal. Donc concernant les effets de la souffrance, les objectifs principaux, enfin les résultats principaux sont ceux que je viens de vous dire sur les effets de la souffrance physique directe sur la traitabilité, les besoins oncologiques de support et la mortalité à 12 mois. Donc là encore, on revérifie les paramètres, on va dire, que ce modèle fonctionne bien, et surtout, du coup, ça nous donne une meilleure compréhension, en gros, c'est un peu l'objectif de cette étude-là, des relations et de l'influence des paramètres de la souffrance sur le parcours de soins des patients. Alors évidemment, on peut discuter les résultats en eux-mêmes, notamment la souffrance physique qui a cet effet propre sur la survie. On sait et en plus cet effet est équivalent à celui que cette souffrance physique a sur la traitabilité du cancer. Donc c'est un effet quand même, important. On a dans la littérature, hein, des données sur le fait que la souffrance physique en elle-même peut induire des mécanismes nutritionnels, inflammatoires, immunitaires ou induire un certain nombre de traitements également tels que les opioïdes qui ont un effet, direct sur la survie sans forcément passer par le fait que, cette souffrance physique empêche ou pas le traitement du cancer. On sait en elle-même, cette souffrance peut avoir un effet sur la survie. Après, malgré tout, toutes les dimensions ont un effet sur la traitabilité du cancer et on voit donc l'importance d'intégrer, très précocement, ce sont de toute façon les recommandations, les soins oncologiques de support, dans les prises en charge oncologiques, mais aussi gériatriques. C'est-à-dire, les patients âgés avec cancer souvent ont une évaluation gériatrique avant de démarrer les traitements oncologiques. On va dire que dès ce stade-là, l'accès aux soins oncologiques de support doit être vraiment discuté. C'est un peu l'enseignement, que l'on voit vu l'effet propre de ces dimensions sur la capacité à traiter le cancer. Et on a également vu l'importance de la dimension psycho-existentielle sur les besoins en soins oncologiques de support. Donc ça interroge vraiment sur la composition de ces soins oncologiques pour cette population-là et sur des recommandations spécifiques qui intègrent vraiment l'importance de ces phénomènes, psycho-existentiels, dans cette population, son importance en tout cas. Et enfin, on voit la corrélation entre dimension physique et psycho-existentielle et je pense que tous les gens connectés comprennent et connaissent l'importance de la pluridisciplinarité dans ces prises en charge-là. C'est vrai dans les personnes avec cancer, c'est vrai dans les personnes âgées, encore plus pour ceux qui sont à la fois âgés dans le cancer. Alors on a vu qu'en parallèle de cet objectif principal de voir l'influence des dimensions de la souffrance, on avait aussi des résultats finalement concernant des caractéristiques cliniques que la littérature avait déjà relativement bien étudiées. C'est le cas de l'âge, hein, donc qui confirme qu'il y a un effet direct de l'âge encore, malgré tous les efforts faits, hein, sur la façon de traiter le cancer. Ça veut dire que c'est un effet indépendant du reste, hein, c'est-à-dire c'est indépendant de la gravité du cancer lui-même, c'est indépendant du niveau de comorbidité et cetera. Donc l'âge en lui-même, l'âge, chiffre, hein, a encore un effet sur la décision thérapeutique et aussi sur la survie. Donc c'était quand même, encore ça interroge malgré tous les efforts faits. Il y a une moindre souffrance physique, bon là on peut, lier à l'âge avancé. On se dit aussi que, potentiellement, des gens qui ont un diagnostic de cancer plus tard, finalement ceux qui avaient déjà un état général un peu dégradé, n'ont pas eu le temps d'avoir le «cancer» entre guillemets. Il y a peut-être une sélection de la population, plus on est âgé, mieux on est en état général généralement, pour être plus âgé. Mais on peut également s'interroger sur la difficulté d'évaluer et de détecter finalement les symptômes physiques chez les personnes âgées. Est-ce qu'ils sont bien détectés finalement? Est-ce que cette moindre souffrance physique, c'est pas aussi une moindre détection des problèmes? On
voit également que cet âge avancé fait une plus forte souffrance socio-familiale. On pense évidemment à des événements de vie, tels que le deuil, la retraite et un plus fort isolement social. On a des résultats aussi sur la comorbidité, donc un effet défavorable, on l'a vu sur la survie, surtout médié par la traitabilité du cancer qui est moins bonne. Mais ça veut dire aussi que c'est à, cancer, hem, donc c'est à cancer égal. Donc les patients âgés comorbides meurent essentiellement de leur cancer, puisque c'est surtout médié par la capacité à traiter le cancer. Mais malgré tout, on voit que ça complique et donc on a également une plus forte souffrance physique psycho-existentielle pour les patients qui ont beaucoup de comorbidités et là encore, on voit l'importance d'aller très rapidement chez ces patients, vers des équipes, pluriprofessionnelles, palliatives, y compris, parce qu'il y a des maladies non cancéreuses associées au cancer et donc à prendre en charge. Voilà, je vous passe un peu le sexe féminin, il y a un effet favorable sur la traitabilité évidemment. La survie, est meilleure. On a des données également de la littérature qui vont dans ce sens-là, donc c'est pas une surprise. La localisation et statut moral détermine, est associé à tous les autres paramètres, mais on sait bien que les parcours de soins sont très différents, selon le type de cancer et le stade pardon, au diagnostic. Et par contre, plus surprenant, il y avait l'effet de la période et je terminerai par là. Alors certes, la période améliore la traitabilité du cancer et ça, on s'y attendait un peu. Les traitements ont évolué entre 2007 et 2019, donc c'est normal qu'il y a par l'évolution des stratégies thérapeutiques, notamment chez les personnes âgées, il y a une meilleure traitabilité du cancer. Mais par contre, on s'aperçoit que cette période diminue aussi, heu, les besoins en soins oncologiques de support au fur et à mesure du temps et ça nous interroge parce qu'on s'attendait un peu à l'inverse, mais peut-être et c'est ce qu'on est en train d'étudier, le fait que la cohorte est inclut de nouveaux centres au fur et à mesure du temps avec peut-être des pratiques, moins fines en termes de détection des besoins en soins oncologiques de support fait que, au fur et à mesure du temps et de l'évolution des centres de la cohorte et des inclusions de la cohorte, il y a eu de moins en moins de détection de besoins en soins oncologiques de support, ce qui du coup doit nous interroger évidemment pour améliorer les prises en charge des différents centres participant à cette, cohorte. Voilà. Alors, c'est des premiers résultats. C'est une méthode qui est intéressante parce que vous voyez qu'elle nous permet de prendre en compte plein de paramètres différents et d'avoir vraiment une démarche d'analyse, de l'influence des uns sur les autres en tenant compte des autres facteurs. On a un échantillon important de patients, enfin une population avec près de 5000 patients et des données, on le voit, de dimensions très différentes les unes des autres, donc ça fait partie des forces évidemment. Après, c'est une population qui est très Île-de-France, c'est une population de personnes âgées qui a eu une évaluation gériatrique, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et il y a aussi des paramètres qui sont pas très bien définis dans la littérature, tels que ceux qu'on en a utilisés pour définir la souffrance socio-familiale, parce que ça n'est pas encore consensuel. Et enfin, on a étudié certains événements, mais on a beaucoup d'autres événements du parcours de soins à étudier et c'est un peu, l'ouverture que je vais faire là. C'est-à-dire qu'évidemment, ces résultats vont nous aider à avoir des recommandations plus spécifiques, notamment on voit sur la détection des souffrances, physiques, psychoaffectives et surtout du soutien, social. D'intégrer ces interventions en parallèle des interventions gériatriques, notamment faire intervenir les soins de support, les soins palliatifs. Mais on est demandeur et c'est la suite du projet d'étudier d'autres événements, du parcours de soins, notamment chez les personnes âgées, d'étudier le déclin fonctionnel, mais aussi d'étudier non pas seulement la décision des traitements, mais leur réalisation en pratique. Et d'où l'idée de déposer la suite de ce projet, un appel à projet de Fondation de France, donc dont on attend le résultat, on espère, dans les prochaines semaines. Où là, on étudierait comme événement, en plus de ce que je viens de vous dire, à la fois le recours aux soins, donc là, pour le coup, la réalisation des traitements anticancéreux eux-mêmes, pas juste la décision de les faire, l'intervention des soins oncologiques de support ou l'admission sur des structures palliatives spécialisées, le nombre de jours d'hospitalisation, le nombre d'admissions aux urgences et aussi potentiellement sur le plan de pronostic, le déclin fonctionnel et la survie. Voilà, donc ça, on espère les résultats, l'appel à projet, les financements possibles, dans les prochains mois. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci, docteur Fresquet. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à cette présentation? N'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire dans le chat.
En attendant qu'il y ait une question, moi j'avais une petite question, docteur Fresca, c'est sachant que votre projet est beaucoup en lien avec, enfin c'est du parcours de soins, est-ce que en plus de la Fondation de France, vous auriez peut-être l'intention, si jamais vous n'étiez pas lauréat de cet appel à projet, de peut-être candidater pour un PREPS? Donc un PREPS, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un appel à projet qui est financé par le ministère de la Santé et de la Prévention, donc plus précisément d'HDGOS, et qui permet justement de financer la recherche sur la performance des soins, du système de soins, et qui notamment sur tout ce qui est organisation des soins. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisageriez ou En fait, peut-être tout ce qui est la première partie, effectivement, est dans le cadre de l'appel à projet, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, recours aux soins eux-mêmes, hein. On est un peu moins sur l'étude du pronostic, la survie, même si de fait, pour étudier le recours aux soins, c'est pas inutile du tout d'intégrer dans l'étude, de l'état du patient, on va dire, donc forcément du pronostic au cours du temps. Donc c'est tout à fait envisageable, effectivement, ouais. Ouais. Et sachez, et juste aussi pour information, je pense que vous le savez déjà, finalement le PREPS, c'est aussi enfin finalement c'est un appel à projet qui a quand même des gros, enfin où, voilà, vous pouvez demander des gros budgets en termes, enfin voilà, je pense beaucoup plus que Oui, Fondation de alors on France. reste quand même sur quelque chose de, pour l'instant, d'assez, alors on n'est pas monocentrique parce que c'est quand même tout l'HPHP, mais on est, Ouais, voilà. Mais c'est parce que souvent quand même c'est des gros projets, oui, au ministère de la nationaux. Santé, Ouais, mais voilà, c'est oui, c'est plutôt ça doit pouvoir, multicentrique. s'entendre quand même. Ouais. Ouais. Ça marche. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, peut-être on peut lever la séance. En tout cas, un immense merci encore, docteur Fresca, et un immense merci aussi à l'équipe, notamment Delphine Gosset et Sophie Opé pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous et très très bon après-midi. Au revoir. Au revoir.